Bonjour, bonjour les amis, bienvenue, bienvenue chez vous, bienvenue à votre émission de lecture des livres, nos délivres. C'est notre salut et c'est notre salutation. Les livres sont notre salut et du coup, nous vous saluons. Délivrez-vous, présenté par Jerry Jean-Claude sur Zentra Info Plus. Aujourd'hui, un autre dimanche, un autre jour, une nouvelle lecture avec le même livre, le même auteur, Gouverneur de la Rosée, chapitre numéro 2. Bonjour, bonjour. Partagez s'il vous plaît, partagez. Likez, commentez. Dites-nous ce que vous pensez. Est-ce que vous attendez en grande pompe la lecture du deuxième chapitre? Comme le premier chapitre a été un succès, maintenant nous voulons croire que notre public est toujours prêt et dispo à nous livrer leur attention, à nous livrer son attention. Partagez, partagez, partagez ce direct. Partagez, partagez. Partagez le direct. Génération 2000. Croyez en vous-même. Car même Dieu croit en vous. Pas qu'à perdre l'espoir. Gouverneur de la Rosée, Manuel a apporté l'espoir à Font-Rouge. Zentra Info apportera l'espoir à Haïti, sur Facebook, internationalement, partout dans le monde. Zentra Info apportera l'espoir. Nous saluons
chacun d'entre vous. Nous saluons les sponsors. Nous saluons chacun d'entre vous qui est déjà présent. Chacun qui est déjà présent d'entre vous. Nous sommes vraiment contents, vraiment heureux d'être avec vous encore une fois ce dimanche pour ce nouveau direct concernant la lecture de Gouverneur de la Rosée, œuvre de Jacques Roumain, cet homme fort, ce grand homme, cet intellectuel, cet homme à des hommes comme ça. Nous voulons que les Haïtiens redeviennent les Haïtiens d'avant. Des Haïtiens comme Manuel, des Haïtiens comme Dessalines, quoi. Des Haïtiens avec de la conviction, avec la foi, avec des métiers, avec des professions, avec un mental de fer. C'est ce qu'explique ce livre. Gouverneur de la Rosée. Chacun d'entre nous est un gouverneur. Gouverneur de notre vie. Gouverneur de notre destin. Nous sommes les gouverneurs de notre destin. Aidons-nous les uns les autres. Encourageons-nous. Partagez, likez, commentez. Merci pour chaque commentaire, pour chaque partage, pour chaque like. N'oubliez pas que vous êtes chez vous. Même quand je vous dis bienvenue, mais c'est une façon de parler. C'est votre émission. Sans vous, il n'y a pas d'émission. Il n'y aura plus d'émission sans vous. Salutations à Nanouz Makeup et Onglerie. Salutations à Zantra Info qui nous a donné ce coin pour aider cette génération, à Junior Estimable, à Ronikel Génard, à Yolgin, à Viali et à tous ceux et toutes celles qui nous suivent en ce moment. À Jaël Décius, un fan inconditionnel des livres nous délivre, une lectrice hors pair, un jeune bourré de talent, très talentueuse. Merci à Kémy, petit frère. Prenez le temps, mesdames et messieurs, de partager, de commenter, afin que nous ayons beaucoup plus de monde à participer, à regarder. Lire, c'est scruter la pensée de quelqu'un d'autre sur du papier et la faire réaliser dans notre vie, l'appliquer dans notre vie. C'est la pensée de Jacques Roumain que nous essayons
revitaliser, que nous essayons de faire prendre corps en nous-mêmes. Donc, gouverneur de la Rosée, c'est un bon exemple de citoyen qu'Emmanuel. Et nous n'allons pas nous arrêter de parler de cet acte héroïque. Continuez à partager, continuez à commenter, continuez à liker. Nous, c'est la jeunesse. On nous fait dignité, nous, parce que c'est le premier côté à attaquer nous. On nous québé tête, nous. On nous crasse tête, nous. On nous croit dans la tête. Nous, c'est la énergie couchée. Nous, c'est cerceau, sans dignité. Et une salutation spéciale à Toutouni Media, notre partenaire. À Rolando Kaido Foulard. Une salutation spéciale à Zantra Info Plus, à View Web Media, nos partenaires, nos amis. Nanous Makeup et Onglerie, View Web Media, nos partenaires. Et lorsque nous disons partenaires, nous savons de quoi nous parlons. Zantra Info Plus, Rolando Kaido Foulard. Merci pour les commentaires. Salutations à Lobensky Marbois. Salutations à Cadet Widlin. Merci pour votre attention. Toute discipline pour nous rester clean. Merci pour votre attention. Si on peut voir mon qui plie, ça nous y est. Qu'est-ce tête nous? Quoi est notre tête nous? Qu'est-ce bête nous? Nous, c'est gardien. Et ça pour nous Haïti que nous besoin. C'est nous qui poussons. Haïti pas mourir. Non, c'est pas le ministre qui compte. Non, je pas mettre là. Non, c'est sentinelle qui l'a proposé. Autant aller là. La jeunesse Partagez, 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 partagez. Partagez, partagez, partagez. N'hésitez pas, continuez surtout à partager les amis. Soyez actifs et non passifs. Soyez des acteurs et non des spectateurs. Nous avons trop de spectateurs dans ce monde. Hein? Et ce sont des spectateurs qui ont du bagage à vendre et à revendre. Du bagage à apprendre aux autres. Nous pas qu'à être à regarder mon à détruire le monde là. Partagez les amis. Continuez. Continuez à partager. Partagez, partagez. Nous allons commencer avec la lecture du deuxième chapitre de Gouverneur de la Rosée. En Asie, quand même, ça va faire mal en Océanie. Pour toutes ces raisons, j'ai à cœur ma planète.
ce sont nos biens communs. Les montagnes, les arbres et les océans, Indispensables à chacun. on est branchés. Dans la même prise, on est connectés. View Web Media, Central Info Plus, Rolando Kaido Foulard, Toutouni Media, Nanous Makeup et Onglerie. Merci pour votre support. Merci pour votre partenariat, quoi. Merci pour votre aide. J'ai à cœur ma planète. J'ai à cœur ma planète. Continuez à partager. Oh oui, oui, nous sommes l'Asie, l'Afrique, Amérique. Oui, nous sommes l'Europe. Océanie, nous sommes la planète. Oui, nous sommes ces 7 milliards de cœurs. On a un cœur, la planète. Ah oui. J'ai un cœur, ma planète. Continuez à partager, les amis. Continuez à partager. Gouverneur de la Rosée, œuvre de Jacques Roumain, écrivain du XXe siècle, auteur de Les Fantoches, fonctionnaire de l'État, amant des lettres, récipiendaire de la Sorbonne, Les pages en toi t'as pour apprendre. Avant 12 janvier 2010, nous va connaître mot goudou goudou. Ça veut dire qu'il pas prendre en pile temps pour le comprendre. Qu'il y a un dictionnaire, qu'il y a une définition pral, qu'il y a mauvais goût. Alphabet créole, qu'il y a un délai. M'a dit dans ouais tout. L'un en belle, c'est pas très tibet. Même qu'il y a un pile tout. Sous façon, y'a défini en série de mots l'autre côté. Avec définition échaille. Nous décider, bah y'a côté. Par exemple, y'a défini artiste comme monde qui a fait travail d'art. Bonne permission pour me bagaille ça. Travail d'art, pas nous c'est du bêtise. Pour les pas les presser seulement des trucs en bâtiment à tête pour la paix. Un bel exemple de paix, c'est vos plaques. Applaudissements ou bail, oui, on bagaille qui fait plaisir. Mais bon, ici, nous pressiez pas bail, bravo pour ça, les faux. Mais nous bail, les défis, au bas, nous trois coups de poulie. Quatrième lettre dans l'alphabet créole, avec nous écrit chien et puis nous définir comme bête. Mais ça, c'est une définition si créole parce que le chien à l'étranger a fictionné, sinon pas bête. C'est le dictionnaire créole, ville, c'est une définition, son monde qui fait aussi. et c'est parti, les amis. Il dit au chauffeur du camion, « Arrêtez !» Le chauffeur le regarda, étonné mais ralenti. Pas une case en vue. On était en plein mi-temps de la grande route. Il n'y avait qu'une plaine de bayaons, de gommiers et de halliers parsemés de cactus. La ligne des montagnes courait à l'est, pas très haute, et d'un gris violacé qui dans le lointain déteignait et se confondait avec le ciel. Le chauffeur mit les freins. L'étranger descendit, tira à lui un sac qu'il jeta sur son épaule. Il était grand, noir, vêtu d'une veste
haut boutonné et d'un pantalon de rude étoffe bleue pris dans les guêtres de cuir. Une longue machette engainée pendant à son côté. Il toucha le large bord de son chapeau de paille et le camion démarra. Du regard, l'homme donna encore une voix. Le bonjour à ce paysage retrouvé. Bien sûr qu'il avait reconnu sur le massif de genévrier le sentier à peine visible entre cet amas de roches d'où fusait la tige des agaves empanachées d'une grappe de fleurs jaunes. Il respira la senteur des genévriers exaltés par la chaleur. Son souvenir de l'endroit était fait de cette odeur poivrée. Le sac était lourd, mais il n'en sentait pas le poids. Il assura la courroie qui le retenait à son épaule et s'engagea à travers bois. Si l'on est d'un pays, si l'on est né, comme qui dirait natif natal, eh bien, on l'a dans les yeux, dans la peau, les mains, avec la chevelure de ses arbres, la chair de sa terre, les eaux de ses pierres, le sang de ses rivières, son ciel, sa saveur, ses hommes et ses femmes. C'est une présence dans le cœur ineffable, comme une fille qu'on aime. On connaît la source de son regard, le fruit de sa bouche, les collines de ses seins, ses mains qui se défendent et se rendent, ses genoux sans mystère, sa force et sa faiblesse, sa voix et son silence. « Oh !» fit-il. Un chat sauvage traversa le sentier d'un bond, crocheta brusquement et disparut dans un bruit de feuillage bouleversé. Non, il n'avait rien oublié. Et maintenant, une autre odeur familière venait à sa rencontre. Le relent de fumée refroidi du charbon de bois, quand de la meule il ne reste dans la clairière qu'un amas de terre dispersé en rond. Une barranque étroite et peu profonde s'ouvrait devant lui. Elle était à sec, et les touffes d'herbe, toutes sortes de piquants, envahissaient son lit. L'homme leva la tête vers ce morceau de ciel embué de vapeur chaude, tira un foulard rouge, s'épongea le visage et sembla réfléchir. Il descendit le sentier, écarta quelques galets, gratta le sable brûlant. Des racines mortes s'effritèrent entre ses doigts lorsque, sur les bords du ravin, il consulta la terre grenue, sans consistance et qui coulait comme de la poudre. « Carajo !» fit-il. Il remonta lentement l'autre versant, le visage inquiet, mais pas pour longtemps. Il avait trop de contentement aujourd'hui. L'eau, ça change parfois de cours, comme un chien de maître. Qui sait où elle coulait à l'heure qu'il est, la vagabonde. Il prit le chemin d'une butte couronnée de lataniers. Leurs éventails froissés pendaient inertes. Il n'y avait pas un souffle pour les ouvrir, les délivrer dans un jeu échevelé de lumière luisante. Pour l'étranger, cela faisait un détour, mais il voulait de là-haut embrasser le pays, la plaine étalée, et dans les éclaircies des arbres, les toits de chaume, les taches irrégulières des champs et des jardins. Sa face se durcit, plaquée de sueur. Ce qu'il voyait, c'était une étendue torréfiée, d'une sale couleur rouillée nulle part, la fraîcheur verte qu'il espérait, et ça et là, la moisissure éparse des cases. Il contempla surplombant le village, le morne décharné ravagé de larges coulées blanchâtres. Là où l'érosion avait mis ses flancs à nu jusqu'aux roches. Il essayait de se rappeler les chênes élevés et la vie agitée dans leurs branches de ramiers friands, de baies noires, les acajou baignés d'une obscure lumière, les pois Congo dont les cosses sèches bruissaient au vent, les tertres allongés, les jardins de patates, tout ça, le soleil l'avait léché, effacé d'un coup de langue de feu. Il se sentit abattu et comme trahi. Le soleil pesait à son épaule ainsi qu'un fardeau. Il descendit la pente, rejoignit le sentier élargi. Il entrait dans une savane où errait entre des buissons épineux et à la recherche d'une herbe rare, un bétail amaigri. Sur les hauts cactus perchaient des volées de corbeaux,
qui, à son approche, s'enfuyait dans un noir remous, avec des croassements interminables. C'est là qu'il la rencontra. Elle avait une robe bleue rétrécie à la taille par un foulard. Les ailes nouées d'un mouchoir blanc qui lui serrait les cheveux couvraient sa nuque. Portant sur la tête un panier d'osier, elle marchait vite, ses hanches robustes se mouvant dans la mesure de sa longue foulée. Au bruit de ses pas, elle se retourna sans s'arrêter, laissant voir son visage de profil, et elle répondit à son salut par un « Bonjour, monsieur ». Timide et un peu inquiet, il lui demanda, comme s'il l'avait vu d'hier, car il avait perdu les usages. Comment elle allait? À la grâce de Dieu, oui, fit-elle. Il lui dit, je suis des gens d'ici, de Font-Rouge. Il y a longtemps que j'ai quitté le pays. Attends, à Pâques, ça ferait 15 ans. J'étais à Cuba. Comme ça, fit-elle faiblement. Elle n'était pas rassurée par la présence de cet étranger. Quand je suis parti, il n'y avait pas cette sécheresse-là. L'eau courait dans les ravines. Pas en quantité, pour dire vrai, mais toujours de quoi pour le besoin. Et même parfois, si la pluie tombait dans les mornes, assez pour un petit débordement. Il regarda autour de lui. Paraissait une véritable malédiction à l'heure qu'il est. Elle ne répondit rien. Elle avait ralenti pour le laisser passer, mais il lui laissa le sentier et marchait à ses côtés. Elle coula vers lui de bien un coup d'œil furtif. C'est trop de hardiesse, pensait-elle. Mais elle n'osait rien dire. Comme il allait s'en prendre garde à ses pas, il buta contre une grosse roche qui affleurait et se rattrapa en quelques petits bonds assez ridicules. « Ago !» dit-elle, éclatant de rire. Il vit alors qu'elle avait de belles dents blanches, des yeux bien francs et la peau noire très fine. C'était une grande et forte négresse. Et il lui sourit. « Est-ce qu'aujourd'hui c'est jour de marché ?» demanda-t-il. « Oui, à la Croix des Bouquets. C'est un grand marché. De mon temps, les habitants sortaient de tout partout pour aller le vendredi dans ce bourg-là. Tu parles du temps longtemps, comme si tu étais déjà un homme d'âge. » Elle s'effraya aussitôt de son audace. Il dit, plissant les paupières, comme s'il voyait se dérouler devant lui un long chemin. Ce n'est pas si tellement le temps qui fait l'âge, c'est les tribulations de l'existence. 15 ans que j'ai passé à Cuba. 15 ans à tomber la canne, tous les jours, oui, tous les jours, du lever du soleil à la brume du soir. Au commencement, on a les os du dos tordus comme un torchon. Mais il y a quelque chose qui te fait aguantar, qui te permet de supporter. Tu sais ce que c'est? Dis-moi, tu sais ce que c'est? Il parlait les poings fermés. La rage. La rage te fait serrer les mâchoires et boucler ta ceinture plus près de la peau de ton ventre quand tu as faim. La rage, c'est une grande force lorsque nous avons fait la Buelga. Chaque homme s'est aligné, chargé comme un fusil, jusqu'à la gueule avec sa rage. La rage, c'était son droit et sa justice. On ne peut rien contre ça. Elle comprenait mal ce qu'il disait, mais elle était toute attentive à cette voix sombre qui scandait des phrases y mêlant de temps à autre l'éclat d'un mot étranger. Elle soupira. Jésus, Marie, la Sainte Vierge, pour nous autres malheureux, la vie est un passage sans miséricorde dans la misère. Oui, frère, c'est comme ça. Il n'y a pas de consolation. En vérité, il y a une consolation, je vais te dire, c'est la terre. Ton morceau de terre fait pour le courage de tes bras.
avec tes arbres fruitiers alentour, tes bêtes dans le pâturage, toutes tes nécessités à portée de la main, et ta liberté qui n'a pas une autre limite que la saison bonne ou mauvaise, la pluie ou la sécheresse. Tu dis vrai, fit-elle, mais la terre ne donne plus rien, et quand par chance tu lui arraches quelques patates, quelques grains de petit mil, les denrées ne font pas de prix au marché. Alors la vie est une pénitence. Voilà ce qu'elle est, la vie, au jour d'aujourd'hui. Il longeait maintenant les premières clôtures de chandeliers dans l'espace dégagé des bains à rondes, étaient tapis les cases misérables. Leur chaume fripé couvrait un mince clissage plâtré de boue et de chaux craquelés. Devant l'une d'elles, une femme broyait des grains au mortier à l'aide d'un long pilon de bois. Elle s'arrêta le geste suspendu pour les regarder passer. « Commère Saint-Ilia, bonjour, oui » cria-t-elle de la route. « Eh, bonjour, belle sœur Anaïs. Comment va tout le monde, ma belle négresse ?»« Tout le monde est bien, ma commère, et toi-même ?»« Pas plus mal, non? Sauf mon homme qui est couché avec la fièvre, mais ça va passer. » « Oui, ça va passer, cher, avec l'aide du bon Dieu. » Ils marchèrent un moment. « Alors, dit-il, ton nom c'est Anaïs? »« Oui, Anaïs c'est mon nom. Moi-même, on m'appelle Manuel. » Il croisait d'autres habitants avec qui elle échangeait de longues salutations et parfois elle s'arrêtait pour prendre et donner des nouvelles, car c'est en pays d'Haïti coutume de bon voisinage. Enfin, elle arriva devant une barrière. On voyait la case au fond de la cour, dans l'ombrage des camps pêchés. « C'est ici, oui, que je reste. Moi-même, je ne vais pas plus loin non plus. Je te dis merci pour la connaissance. Est-ce que nous nous reverrons encore ?» Elle détourna la tête en souriant. « Parce que j'habite, comme dirait, porte pour porte avec toi. » En vérité? Et de quel côté? Là-bas, dans le tournant du chemin. Pour certains que tu connais, bien-aimé et Délira, je suis leur garçon. Elle arracha presque sa main de la sienne, le visage bouleversé par une sorte de colère douloureuse. « Hé, qu'est-ce que ça ?» s'écria-t-il. Mais déjà elle traversait la barrière et s'en allait rapidement, sans se retourner. Il resta quelques secondes, cloué sur place. « Une fille drôle, compère, » se dit-il, secouant la tête. Un moment, elle te sourit d'amitié, et puis, dans le temps d'un battement d'yeux, elle te quitte sans même un au revoir. Ce qui se passe dans l'esprit des femmes, le diable lui-même ne le sait pas. Pour se donner contenance, il alluma une cigarette et en aspira profondément l'âcre fumée qui lui rappelait Cuba. L'immensité étendue d'un horizon à l'autre, des champs de canne, le bâti de la centrale sucrière, la baraque empuantie où le soir venu, il couchait pêle-mêle après une journée épuisante avec ses camarades d'infortune. Dès qu'il entra dans la cour, un petit chien hirsute bondit vers lui en aboyant avec rage. Manuel fit mine de se baisser, de ramasser et de lui lancer une pierre. Le chien s'enfuit, la croupe basse et gémissant, éperdument. « Paix! Paix là !» dit la vieille Délira en sortant de la case. Elle abritait ses yeux de sa main pour mieux voir arriver l'étranger. Il marchait vers elle, et à mesure qu'il avançait, une lumière éblouie se levait dans son âme. Elle eut un élan vers lui, mais ses bras retombèrent le long de son corps, et elle chancela, la tête renversée. Il la serrait contre lui, les yeux fermés. Elle appuyait son visage contre sa poitrine, et d'une voix plus faible qu'un souffle, elle murmurait. « Petite moi,
Aïe, petite moi. Entre ses paupières fanées, les pleurs coulaient. Elle s'abandonnait de toute sa lassitude d'interminables années d'attente, sans force pour la joie comme pour l'amertume. De surprise, bien-aimé avait laissé tomber sa pipe. Il la ramassa et l'essuya soigneusement contre sa vareuse. « Baille-moi la main, garçon, dit-il. Tu es resté longtemps en chemin. Ta maman a beaucoup prié pour toi. » Il contempla son fils, le regard brouillé de larmes, et ajouta sur un ton bourru. « Quand même, tu aurais pu prévenir que tu arrivais. Envoie un voisin au-devant de toi avec la commission. » La vieille a manqué mourir de saisissement. En vérité, tu es sans ménage, mon fils. Il soupesa le sac. Tu es plus chargé qu'une bourrique. Il essaya d'en débarrasser Manuel, ploya sous le fait et le sac faillit lui échapper. Manuel le retint par la courroie. Laissez, papa, ce sac est lourd. Lourd, protesta bien-aimé, confus. À ton âge, j'en portais d'autres et de bien plus conséquents. La jeunesse est gâtée aujourd'hui. Elle est sans courage. Elle ne vaut rien, la jeunesse. C'est moi qui te le dis. Il chercha dans sa poche de quoi bourrer sa pipe. Est-ce que tu as du tabac? Dans ce pays d'où tu sors, on dit que le tabac est aussi courant que les alliés dans nos mornes. La malédiction quand même sur ces Espagnols. Ils nous prennent nos enfants pendant des années. Et quand ils reviennent, ils sont sans considération pour leurs vieux parents. Pourquoi ris-tu? Voilà qu'il rit à l'heure qu'il est. C'est effronté. Indigné, il prenait Délira à témoin. Mais papa, fit Manuel, retenant son sourire. Il n'y a pas de mais, papa. Je t'ai demandé si tu avais du tabac. Tu aurais pu me répondre, non? Ce que tu ne m'as pas bailli le temps, papa. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Que je parle trop? Que je parle tout le temps? Pas vrai? Que les paroles me sortent de la bouche comme l'eau à travers une passoire? Tu veux dérespecter ton propre papa? Délira d'un signe essaya de le calmer, mais le vieux jouait au furieux, y prenant son plaisir. Et puis, le goût m'a passé de fumer. Tu m'as trop contrarié, et le jour de ton arrivée encore. Mais comme Manuel lui tendait un cigare, il le prit, le huma avec vénération, fit une fausse grimace dégoûtée. Je me demande s'il est bon. Moi, j'aime les cigares bien fort moi-même. Il se dirigea à la recherche d'un tison vers l'appentis, couvert de feuilles sèches de palmier qui servaient de cuisine. « Ne fais pas attention, » fit Délira, touchant le visage de son fils d'un geste d'adoration timide. « Il est comme ça, c'est l'âge. Mais il a bon cœur, oui. » Bien-aimé revint. Il avait maintenant la figure au beau temps. « Merci, mon fils, pour un cigare. C'est un cigare tout de bon. Et, Délira, qu'est-ce que tu as à te coller à ce garçon comme une liane grimpante? » Il aspira une profonde bouffée, contempla le cigare avec admiration, cracha un long jet sifflant de salive. « Oui, foutre! C'est un cigare vrai. Il mérite son nom. Allons prendre, mon fils, un petit quelque chose contre l'émotion. » Manuel retrouva la case fidèle à sa mémoire. L'étroite galerie à balustrade, le sol battu, pavé de galets. Les murs vétustés où transparaît le clissage. Il a maintenant son regard du temps longtemps, un regard d'où il s'est évanoui la vague amère des champs, de Cannes et la tâche à mesurer chaque jour pour la fatigue sans fin du corps accablé. Il s'assied, il est chez lui, avec les siens, ramené à son destin. Cette terre rebelle et sa barranque
altérée, ses champs dévastés, et sur sa colline, la crinière revêche des plantes dressées contre le ciel, intolérable comme un cheval cabré. Il touche le vieux buffet de chêne. Bonjour, bonjour. Et je suis retourné. Il sourit à sa mère qui essuie les verres. Son père est assis, les mains sur les genoux, et le regarde. Il en oublie de tirer sur son cigare. La vie, c'est la vie, dit-il enfin, sentencieusement. Oui, c'est bien vrai, songe Manuel. La vie, c'est la vie. Tu as beau prendre des chemins de traverse, faire un long détour. La vie, c'est un retour continuel. Les morts, dit-on, s'en reviennent en Guinée. Et même la mort n'est qu'un autre nom pour la vie. Le fruit pourrit dans la terre et nourrit l'espoir de l'arbre nouveau. Quand sous le matraquage des gardes ruraux, il sentait ses os craquer, une voix inflexible lui soufflait. Tu es vivant, tu es vivant. Mort ta langue. Et tes cris, car tu es un homme pour de vrai, avec ce qu'il faut, là où il en faut. Si tu tombes, tu seras semé pour une récolte invincible. Haitiano, maldito negro de mierda, hurlaient les gardes. Les coups ne faisaient même plus mal. À travers un brouillard parcouru de chocs fulgurants, Manuel entendait comme une source de sang la rumeur inépuisable de la vie. Manuel, sa mère lui servait à boire. Tu as l'air distrait comme un homme qui voit des loups-garous en plein jour. Fille bien-aimée, Manuel avala son verre d'un trait. L'alcool parfumé de cannelle lui lécha le creux de l'estomac d'une langue brûlante et son ardeur se précipita dans ses veines. « Merci, maman. C'est un bon clairin et bien réchauffant. » Bien-aimé but à son tour après avoir versé quelques gouttes sur le sol. « Tu as oublié l'usage ?» gronda-t-il. « Tu es sans égard pour les morts. Eux aussi ont soif. » Manuel rit. « Oh, ils n'ont pas à craindre un refroidissement. Moi, j'avais sué et ma gorge était sèche, à cracher de la poussière. Ce n'est pas l'insolence qui te manque. Et l'insolence, c'est l'esprit des nègres sots. » Bien-aimé recommençait à se fâcher, mais Manuel se leva et lui mit la main sur l'épaule. « On dirait que tu n'es pas content de me revoir. »« Moi? Qui est-ce qui dit ça ?» D'émotion, le vieux bégayait. « Non, bien-aimé, fit Délira, l'apaisant. Personne n'a dit ça. Non, cher papa, tu as ton contentement et ta satisfaction. Voici notre garçon. Le bon Dieu nous a donné la bénédiction et la consolation. Oh, merci Jésus, Marie, la Vierge. Merci mes saints. Je vous dis merci 3 fois. Elle pleurait. Ses épaules remuaient faiblement. Bien-aimé s'éclaircit la voix. Je vais prévenir le voisinage. Manuel entoura sa mère de ses longs bras musclés. Assez de chagrin, t'en prie maman. Depuis ce jour d'aujourd'hui, je suis ici pour le restant de ma vie. Toutes ces années passées, j'étais comme une souche arrachée dans le courant de la grande rivière. J'ai dérivé dans les pays étrangers, j'ai vu la misère face à face. Je me suis débattu avec l'existence jusqu'à retrouver le chemin de ma terre, et c'est pour toujours. Délira essuya ses yeux. Hier au soir, j'étais assise là où tu me vois. Le soleil était couché, la nuit noire était là déjà. Il y avait un oiseau dans le bois qui criait sans arrêt. J'avais peur de malheur et je songeais, est-ce que je vais mourir sans revoir Manuel? C'est que je suis vieille, petite-moi. J'ai des douleurs, le corps n'est plus bon et la tête n'est pas meilleure. Et puis la vie est si difficile. L'autre jour, je disais à Bien-Aimé, je lui disais, Bien-Aimé, comment
Comment allons-nous faire? La sécheresse nous a envahis, tout dépérit, les bêtes, les plantes, les chrétiens vivants. Le vent ne pousse pas les nuages. C'est un vent maudit qui traîne l'aile aride terre, comme les hirondelles, et qui remue une fumée de poussière. Regarde ces tourbillons sur la savane. Du levant au couchant, il n'y a pas un seul grain de pluie dans tout le ciel. Alors, est-ce que le bon Dieu nous a abandonnés? Le bon Dieu n'a rien à voir là-dedans? Ne déparle pas, mon fils. Ne mets pas de sacrilège dans ta bouche. La vieille Délira effrayée se signa. Je ne déparle pas, maman. Il y a les affaires du ciel et il y a les affaires de la terre. Ça fait deux. Et ce n'est pas la même chose. Le ciel, c'est le pâturage des anges. Ils sont bien heureux. Ils n'ont pas à prendre soin du manger et du boire. Et sûrement qu'il y a des anges nègres pour faire le gros travail de la lessive des nuages, ou balayer la pluie et mettre la propreté du soleil après l'orage. Pendant que les anges blancs chantent comme des rossignols toute la sainte journée, ou bien soufflent dans de petites trompettes, comme c'est marqué dans les images qu'on voit dans les églises. Mais la terre, c'est une bataille jour pour jour, une bataille sans repos, défrichée, plantée, sarclée, arrosée jusqu'à la récolte. Et alors tu vois ton champ mûr couché devant toi le matin. Sous la rosée, tu dis, moi un tel, gouverneur de la rosée, et l'orgueil entre dans ton cœur. Mais la terre est comme une bonne femme, à force de la maltraiter, elle se révolte. J'ai vu que vous avez déboisé les mornes. La terre est toute nue et sans protection. Ce sont les racines qui font amitié avec la terre et la retiennent. Ce sont les manguiers, les bois de chêne, les acajou qui lui donnent les eaux des pluies pour sa grande soif et leurs ombrages contre la chaleur de midi. C'est comme ça et pas autrement. Sinon, la pluie écorche la terre et le soleil l'échaude. Il ne reste plus que les roches. Je dis vrai, c'est pas Dieu qui abandonne le nègre, c'est le nègre qui abandonne la terre et il reçoit sa punition, la sécheresse, la misère et la désolation. Je ne veux plus t'entendre, fille Délira, secouant la tête. Tes paroles ressemblent à la vérité et la vérité est peut-être un péché. Le voisinage arrivait, c'était les habitants, Fleury-Montfleury, Dieuveil riche, Saint-Julien-Louis, Laurélien l'Aurore, Joachim Élicien, Eliassin, Lérisson c'est l'homme, d'Aurélien Jean-Jacques, le Simidor Antoine et les commères Destine, Claire-Mise et Mérilia. Cousin, dit l'un, tu es resté longtemps dehors? Frère, fait l'autre, nous sommes contents de te voir. Et un troisième l'appelle, beau-frère! Et tous lui prennent la main dans leurs grandes mains rugueuses de travailleurs de la terre. Destine le salue d'une révérence. C'est pas pour te faire un reproche, mais Délira se rongeait, laissant la malheureuse. Et Claire-Mise l'embrasse. Nous sommes la famille. Délira, c'est ma tantine. L'autre jour, je lui racontais un songe. Je voyais un homme noir, un homme de grand âge. Il était campé sur la grande route, là où elle croise le chemin des Lataniers. Et il me dit, va trouver Délira. Le reste, je ne l'ai pas entendu. Les coqs chantaient. Je me suis réveillé, c'était peut-être Papa Ligba. Oui, bien, c'était moi, dit le Simidor. Je suis vieux et noir, mais les femmes m'aiment toujours. Elles savent qu'avec les vieux bâtons, on fait meilleure route. Elles me voient même en rêve. Ah, c'est là, fit Claire-Mise. Tu as un pied dans la tombe et tu vis encore dans le désordre. Le Simidor rit largement.
Il était tout cassé maintenant et branlant comme un arbre pourri à la racine. Mais il affilait sa langue à longueur de journée sur la meule des réputations et te contait un tas d'histoires et de racontars sans ménager la salive. Il regarda Manuel avec une étincelle de malice au coin de l'œil et découvrant ses quelques dents dessouchées. Sauf respect. Le proverbe dit, puis ces gars est pas qu'humain. Mais le tonnerre me fende en deux si tu n'es pas un aigle bien planté. Il est toujours là à dire des bêtises en société. Le rabot à destinée. Et le voilà qui sermente encore, mal élevé que vous êtes. Oui, fit bien-aimé avec fierté, c'est un nègre de grande taille. Je reconnais ma race. L'âge m'a rabougri, mais dans le temps de ma jeunesse, je le dépassais d'une tête. Délira, interrompit Mérilia. Délira, cher, je vais te faire un thé contre le saisissement. Tu as eu ton compte d'émotion aujourd'hui. Mais Délira contemplait Manuel, son front dur et poli comme une pierre noire. Sa bouche aux plis têtus qui contrastait avec l'expression voilée et comme lointaine de ses yeux. Une joie un peu douloureuse remuait dans son cœur, ainsi qu'un enfant nouveau. Bon, commença l'Aurélien L'aurore. C'était un habitant trapu, lent de mouvement et de langage. Quand il parlait, il fermait les poings comme pour retenir le fil des mots. Bon, on dit comme ça que dans ce pays de Cuba, il parle une autre langue que nous autres, comme qui dirait un jargon. On dit encore qu'il cause si tellement vite que tu peux ouvrir tout large le pavillon de ton oreille, tu ne comprends rien à rien. À croire qu'ils auraient monté chaque parole sur les 4 roues d'un crabouret, à toute course. Est-ce que tu la parles, cette langue-là? Pour sûr, répondit Manuel. Et moi aussi, cria le Simidor. Il venait d'avaler, coup sur coup, 2 verres de clairin. J'ai traversé plusieurs fois la frontière. Ces Dominicains-là, ce sont des gens comme nous-mêmes, sauf qu'ils ont une couleur plus rouge que les nègres d'Haïti. Et leurs femmes sont des mulâtres à grande crinière. J'ai connu une de ces bougresses. Elle était bien grasse pour dire la vérité. Antonio, qu'elle m'appelait. Voilà comment elle m'appelait. Eh bien, question de comparaison avec les femmes d'ici, rien ne lui manquait. Elle avait de tout et de bonne quantité et de bonne qualité. Je pourrais faire un serment, mais Destine me crierait après. Destine chérie, ce n'est pas la langue qui compte, non? C'est le reste. Tu peux me croire. Il étouffa un petit toussotement. Hilar. Je ne suis pas ta chérie, et tu es un vagabond, un homme sans aveu. Destine était hors d'elle-même. Mais tous se mirent à rire. C'est Antoine, quand même. La bouteille de clairin circule à la ronde. Manuel boit, mais il observe les habitants. Déchiffrant dans les rides de leur visage l'écriture impeccable de la misère. Ils se tiennent autour de lui, ils sont pieds nus, et dans les déchirures de leur harde rapiécée, on voit la peau sèche et terreuse. Tous portent la machette à leur côté, par habitude sans doute, car quel travail s'offre maintenant à leurs bras désœuvrés. Un peu de bois à couper pour réparer les entourages des jardins, quelques baillarons à abattre pour le charbon que leurs femmes iront colporter à dos de bourrique jusqu'à la ville. C'est avec quoi ils devaient prolonger leur existence affamée, en ajoutant la vente de la volaille et par-ci, par-là.
d'une génisse maigre cédée à bas prix au marché de Pont-Bedet. Mais pour l'instant, ils semblaient avoir oublié leur sort. Ragaillardis par l'alcool, ils riaient du bavardage intarissable d'Antoine. Mais pour l'instant, ils semblaient avoir oublié. Mes amis, c'est moi-même qui le dis. Est-ce que j'ai l'habitude de mentir? Je dis que cette petite négresse, cette mamzelle Héloïse, s'arrondit de plus en plus. Voilà ce qui arrive quand on se met à jouer à qui l'aura avec les jeunes garçons du voisinage. De mon temps, cette question des filles, c'était un tracas et une difficulté. Il fallait des manœuvres, des feintes, des parler français, enfin, de toutes les macaqueries, toutes les simagrées. Et au bout du compte, tu te trouvais placé pour de bon et pour ainsi dire amarré comme un crabe avec une case à bâtir. Des meubles, à bâtir des meubles, à acheter sans compter la vaisselle. Je songe à Sor Mélie. La diablesse aurait pu mettre le feu à un bénitier. Une peau noire sans reproche, grâce à Dieu. Des yeux avec des cils de soie et longs comme des roseaux le long d'un étang. Des dents faites exprès pour la lumière du soleil et avec sa ronde de partout, bien grassette comme je les aime. Tu la regardais et un goût de piment te montait à la bouche. Elle marchait avec un déhanchement à ras-bord. C'était une danse pour la perdition de l'âme. Ça te bouleversait véritablement jusqu'à la moelle. Une après-midi, je rencontre Sor Mélie, revenant de la source, près du jardin de maïs de compère Kangé. Le soleil allait se coucher. C'était déjà la brume. Le chemin n'était pas passant. De causer en causer, je prends la main de Sor Mélie. Elle baisse les yeux et dit seulement « Antoine, oh, tu es hardi, oui Antoine. À l'époque, on n'était plus éclairé que vous autres nègres aujourd'hui. On avait de l'instruction. Je commence dans mon français. Mademoiselle, depuis que je vous ai vu sous la galerie dit presbyte, j'ai un transport d'amour pour toi. J'ai déjà coupé gaule, poteau et paille pour bâtir cette maison de vous. Le jour de notre mariage, les rats sortiront de leurs ratines et les cabris de Sor Minen viendront beugler devant notre porte. Allô, pour assurer notre franchise d'amour. Mademoiselle, je demande la permission pour une petite effronterie. Mais Sor Mélie me retire sa main. Ses yeux font des éclairs et elle me répond « Non, monsieur. Quand les magots fleuris et les cafés mûriront, quand le Kumbit traversera la rivière, au son des boulas, allô, si vous êtes un homme sérieux, vous irez reconnaître mon papa et ma maman. Pour manger, il faut s'asseoir à table. Pour avoir Sor Mélie, j'ai été obligé de la marier. C'était une bonne femme. Elle est morte il y a longtemps déjà. Le repos éternel pour elle, ainsi soit-il. Et il s'envoya d'une seule goulée un gobelet de clairin. Les habitants s'esclaffèrent. À la canaille, murmura Destine, troussant les lèvres avec mépris. Mais l'Aurélien Laurore, avec une sorte d'application patiente sur son visage placide, interrogeait Manuel. Bon, je vais te demander encore. Est-ce qu'ils en ont de l'eau? En quantité, vieux. L'eau court d'un bout à l'autre des plantations. Et c'est une belle canne qui pousse là. Et de plus grand rendement que notre canne créole. Tous écoutez maintenant. Tu pourrais marcher d'ici à la ville sans rien voir d'autre que la canne. La canne de tous côtés. Sauf, de temps à autre, un palmiste sans importance comme un balai oublié. Alors tu dis qu'ils
ont de l'eau, fit l'Aurélien songeur. Et Dieu veille riche demanda, et à qui est-elle cette terre et toute cette eau? À un blanc américain, Mr. Wilson qu'il s'appelle. Et l'usine aussi et tous les environs, c'est sa propriété. Et des habitants, il y en a des habitants comme nous. Tu veux dire avec une portion de terre, la volaille, quelques bêtes à cornes, non? Seulement des travailleurs pour couper la canne. À temps et temps, ils n'ont rien que le courage de leurs bras, pas une poignée de terre, pas une goutte d'eau, sinon leur propre sueur. Et tous travaillent pour Mr. Wilson. Et ce Mr. Wilson, pendant ce temps, est assis dans le jardin de sa belle maison, sous un parasol, ou bien il joue avec d'autres blancs à envoyer et renvoyer une boule blanche avec une espèce de battoir à lessive. Et, dit Simidor, amèrement cette fois, si le travail était une bonne chose, il y a longtemps que les riches l'auraient accaparé. Bien dit, Simidor, approuva Saint-Julien-Louis. J'ai laissé des milles et des milles d'Haïtiens du côté d'Antilla. Ils vivent et ils meurent comme des chiens. Mataraun, haïtiano, oh, un perro. Tuer un Haïtien ou un chien, c'est la même chose, disent les hommes de la police rurale. Des vraies bêtes féroces. C'est une insolenceté, s'éclama l'hérisson, c'est l'homme. Manuel demeura un instant silencieux. Et il se rappelait cette nuit. Il était en route pour la réunion clandestine. La grève se préparait. « Alto !» avait crié une voix. Manuel s'était jeté de côté, s'adossant aux ténèbres. Malgré la rumeur frémissant du vent, dans les cannes, il percevait non loin de lui une respiration excitée, invisible, contractée. Les mains prêtes, il attendait. « Alto! Alto !» répéta la voix nerveuse. Une faible lueur raya la nuit. Manuel d'un bond saisit le revolver, brisa le poignet du garde. Ils roulèrent sur le sol. L'homme voulut héler au secours. Manuel d'un coup de crosse lui cassa les dents et frappa à coups redoublés jusqu'à enfoncer son arme dans le mot. Il soupira de satisfaction à se souvenir. Oui, dit le Simidor, c'est comme ça et c'est une injustice. Les malheureux travaillent au soleil et les riches jouissent dans l'ombrage. Les uns plantent, les autres récoltent. En vérité, nous autres, le peuple, nous sommes comme la chaudière. C'est la chaudière qui cuit tout le manger. C'est elle qui connaît la douleur d'être sur le feu. Mais quand le manger est prêt, on dit à la chaudière, tu ne peux venir à table, tu saliras la nappe. C'est la vérité même, s'écria Dieu veuille riche. Une lourde tristesse tombait sur les habitants. La deuxième bouteille de clairin était vide. Ils étaient ramenés à leurs conditions et aux pensées qui les tourmentaient. La sécheresse, les champs ravagés, la faim. L'Aurélien, l'aurore, tendit la main à Manuel. « Je vais m'en aller, frère. Prends un repos après cette longue route. J'aimerais causer avec toi une autre fois de ce pays de Cuba. » Alors, je dis adieu, oui. Adieu, compadre. L'un après l'autre, ils le saluèrent, sortirent de la case, répétant. Délira, cousine. Adieu, oui. Bien-aimé frère, adieu, oui. Adieu, voisin, répondaient les vieux. Et merci pour la politesse. Sur le pas de la porte, Manuel les regarda disparaître par les sentiers qui, à travers bois, menaient à leur case. « Tu dois avoir grand goût, lui dit sa mère. Je vais te préparer à manger. Il n'y a pas grand-chose, tu sais. » Sous la pentisse de feuilles de palmier, elle s'accroupit devant les 3 pierres noircies, alluma le feu, en aviva patiemment la flamme naissante, en l'éventant de la paume de la main. Il y a de la lumière
sur son front, pensait-elle avec extase. Le soleil déclinait dans le ciel. On n'était pas loin de l'Angélus, mais une buée de chaleur épaissie de poussière persistait à l'horizon des Bayarondes. Merci à toutes celles et tous ceux qui ont suivi cette lecture d'aujourd'hui. Merci d'avoir partagé, merci d'avoir liké, merci d'avoir écouté avec attention, avec insistance. Et nous saluons à nouveau nos partenaires et James Williams Darius qui fait surface. Nous vous saluons frères et nous saluons Nanos Makeup et Onglerie, notre partenaire, tous et Toutouni Media, Rolando Kaido Foulard, Zantra Info Plus, ViewWeb Media. Merci pour tout l'amour, merci pour l'attention et le rendez-vous c'est pour dimanche prochain pour des livres, nous des livres. Merci aux spectateurs. L'équipe de Zantra Info Plus souhaite ses sincères condoléances à la famille Seïd qui vient de perdre la mère de la famille, Josette. Qu'elle s'en aille en paix. N'oubliez pas que cette émission, c'est une émission qui a pour objectif, qui a pour but d'inciter les jeunes à la lecture, surtout la littérature haïtienne. C'est-à-dire, nous commençons avec Gouverneur de la Rosée, nous allons lire aussi Jacques-Stéphane Alexis, nous allons lire Karl Bois, nous allons lire des poètes, nous allons lire des nouvelles. C'est surtout la littérature haïtienne, mais nous n'allons pas mettre de côté d'autres littératures. Mais nous allons encourager la littérature haïtienne et encourager les jeunes à lire, à créer de nouveaux, à avoir de nouvelles imaginations et à se former, à apprendre, parce qu'en lisant, nous allons apprendre de nouveaux vocabulaires, nous allons avoir cette aisance de parler ou avoir cette aisance de parler en public, d'avoir cette aisance d'articulation. C'est le but de cette émission, c'est d'inciter nos jeunes à lire parce qu'il y a une chute libre de valeur, il y a une chute libre. Il nous semble qu'il y a plus d'intellectuels pour freiner cette vague. Alors nous encourageons l'équipe de Zantra Info Plus encourage les jeunes à lire, à mémoriser des textes, à articuler, à parler, à faire valoir leurs connaissances. Et le rendez-vous, c'est pour dimanche prochain pour le 3e chapitre de Gouverneur de la Rosée, ce chef-d'œuvre, ce classique de Jacques Roumain, l'éminent écrivain de Les Fantoches, de Montagne ensorcelée, le prestigieux étudiant de la Sorbonne. Alors, avant de partir, il y a Yves et le DG qui était là, ainsi que Stéphane de Canaan qui était aussi. Et avant de partir, nous saluons Stéphane de Canaan et Steven qui nous suivait, Evans, Claude Désir qui nous suivait. Et merci pour votre support, merci de nous avoir regardé, de nous avoir suivis. Continuez à partager et le rendez-vous, c'est pour dimanche prochain. Au revoir. Cher Haïti, ton envie, c'est mon littérature.